C'est sûr que la première chose que je devrais dire à quelqu'un, c'est de regarder au niveau de ses finances. Oui, tu es prêt, mais est-ce que tu es capable d'acheter? J'entends que le sentiment de satisfaction et d'accomplissement qu'on peut ressentir est valide, absolument. Mais est-ce que les gens ne surestiment pas un peu finalement les avantages qu'on peut tirer à devenir propriétaire immobilier? On a un problème avec n'importe quoi, on a juste un téléphone à faire et le propriétaire, lui, va s'en charger. Moi, en ce moment, j'ai un problème avec mon micro-ondes et j'ai appelé mon propriétaire. C'est comme un peu mettre l'argent de côté en payant sa propriété pour que plus tard, cette propriété-là te rembourse d'une certaine manière. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Adélia Rose et je vous souhaite la bienvenue aux APMO, le podcast qui parle de finances de façon simple, concrète et accessible. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand dilemme qui revient constamment. Acheter, louer ou vivre en colocation, qu'est-ce qui coûte vraiment le moins cher en 2026 ? Avec la hausse des loyers, les taux hypothécaires, le coût de la vie et les réalités post-pandémiques, choisir son mode d'habitation est devenu un casse-tête financier pour beaucoup de gens. Alors, l'objectif de cet épisode, c'est de démystifier le coût réel de ces trois options. On va regarder les coûts visibles, mais également les coûts cachés. Taxes, entretien, assurance, déménagement, flexibilité, qualité de vie et tout ce qu'on oublie souvent. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Mounia, spécialiste du marché immobilier. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Joseph. Merci à vous, merci de l'invitation. Ça fait super plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire un peu plus sur ton métier? Parfait, je me présente Joseph Mounia, je suis courtier immobilier ici dans la ville de Québec. J'entame ma 10e année cette année. Wow. J'ai commencé jeune. Beaucoup de gens, quand je dis ça fait 10 ans, ils me disent « Ah, 10 ans déjà? » Ouais, j'ai commencé jeune. J'ai pris le choix d'aller dans l'immobilier au lieu d'aller dans ce qu'on appelle le chemin standard à l'université et tout. Après le cégep, j'étais perdu. Et là, j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui me passionnait. Et j'avais un ami, son père était courtier. Et j'aimais son style de vie. Je voyais comment tout son style de vie, il était toujours présent lors de j'ai joué au basket en passant, juste pour le mentionner. Il était tout le temps à nos matchs de basket, il nous suivait, il faisait tout. Là, un jour, je lui ai posé la question, est-ce que vous travaillez? Là, il m'a dit, oui, je travaille. Là, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes toujours là? Pourquoi mes parents ne peuvent pas être là, mais vous êtes là? Il dit, je suis travailleur autonome. Dans ce temps-là, je ne savais pas c'était quoi. Et là, tout d'un coup, il me dit, OK, je suis courtier immobilier, j'ai une équipe, et ainsi de suite. Et un jour, j'ai décidé de le suivre sur le terrain. Et ça a été un coup de cœur direct. Donc, quand vient le temps de choisir son chemin, j'ai dit tout de suite, je vais aller faire ma formation et devenir courtier. Et ainsi de suite. Donc, depuis ce temps-là, je suis courtier immobilier. J'ai jamais voulu retourner en arrière parce que ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours aimé ça. Et bien entendu, depuis 10 ans, je suis là-dedans. C'est le rêve. J'adore tout ce que je fais depuis ce temps-là. Wow. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je suis là. Je vais essayer de parler de mon expérience, parler un peu des informations que j'ai pour aider le plus de gens possible à répondre à tous les questionnements qu'ils ont par rapport à l'immobilier ou par rapport aux finances et ainsi de suite. Super inspirant. En tout cas, merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, quand quelqu'un se demande s'il doit aujourd'hui acheter ou louer, par quelle réflexion est-ce qu'il devrait commencer? C'est une bonne question, puis on se la fait poser souvent dans notre domaine. Moi, j'ai plusieurs réponses à ça, mais la première réponse que je dirais, c'est est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'on s'entend quelqu'un qui est en location, si tu ne te poses pas la question si tu dois acheter, c'est parce que tu n'es pas encore prêt d'acheter. Si la question arrive, si tu as la question chaque matin, tu te lèves, je devrais peut-être acheter, est-ce que je suis bien où est-ce que je suis? Ça veut dire que tu es prêt. C'est sûr que la première chose que je devrais dire à quelqu'un, c'est de regarder au niveau de ses finances. Est-ce que oui, tu es prêt, mais est-ce que tu es capable d'acheter actuellement? Et bien entendu, c'est l'étape numéro 1 qu'on recommande à quelqu'un qui est dans ces questionnements-là, c'est de faire ce qu'on appelle une préqualification, d'aller voir si, avec nos revenus, nos économies et la structure qu'on a, est-ce qu'on est prêt à acquérir une propriété? Si oui, quel genre de propriété? Donc, c'est vraiment la première étape que je recommanderais à quelqu'un qui se pose cette question-là. Et comment ça se fait concrètement, ce processus de préqualification? C'est simple. Première étape, tu viens me voir et je vais te mettre en contact avec les spécialistes pour ça. Il y a deux types de personnes que tu peux aller voir pour ça. Il y a ce qu'on appelle les DDH, les directeurs du développement hypothécaire. Okay. Ça, c'est les gens qui travaillent directement dans les institutions financières. Par exemple, tu vas chez Desjardins, tu veux te faire préqualifier, ils vont t'amener vers un DDH.
et ce qu'on appelle plus communément les courtiers hypothécaires. Ça, c'est des gens un peu comme moi, des indépendants qui travaillent à leur compte et qui font le même travail que le DDH, sauf qu'eux, à la distinction du DDH, ils peuvent vous offrir les produits de toutes les institutions financières et non pas seulement le produit de leur institution financière. Okay. Donc, tout dépendamment de vos besoins, tout dépendamment de ce que vous pensez qui est mieux pour vous, ben, on peut vous mettre en contact avec les bonnes personnes pour justement faire ce qu'on appelle une préqualification. Pour ce qui est de la location, quels sont selon toi les principaux avantages de la location et les principaux désavantages, mettons? Au niveau de la location, je dirais, on va commencer par les avantages. C'est sûr et certain, c'est bien. En location, ce qui est intéressant, c'est la mobilité. On n'est pas fixe à une place. Si on veut changer, on peut toujours se déplacer, on peut toujours changer, on peut toujours modifier son bail. L'autre avantage, c'est que les frais, généralement, sont fixes. On sait c'est quoi qu'on doit payer à la fin du mois. On n'a pas de surprise, contrairement à un propriétaire qui peut avoir plusieurs surprises, plusieurs dépenses différemment. Et aussi, je dirais, au niveau de la location, c'est la facilité. Bien entendu, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais la facilité de trouver autre chose, contrairement à quand quelqu'un est propriétaire, ben, c'est sûr que c'est un processus beaucoup plus long si on veut changer. Fait que c'est ça. Mais la grosse avantage en tant que locataire, je dirais que c'est la flexibilité qu'on a. Et aussi, j'ajouterais à ça, c'est... je sais pas comment le mettre, le fait qu'on n'est pas responsable de l'état d'immeuble. On est un peu détaché de ça. Oui, on habite là, mais on n'est pas responsable de l'immeuble. Donc, on a un peu moins de responsabilité que quelqu'un qui est propriétaire, par exemple. Ouais. Puis, veux-tu rajouter quelque chose? Non, il n'y a rien d'autre à ajouter. OK. Je voulais qu'on explore aussi, justement, le cadre, du coup, de la propriété. Quels sont aussi les avantages et les avantages qu'il y a avec l'achat d'une propriété? Premièrement, premier avantage, c'est d'être propriétaire. On n'en parle pas assez, c'est d'être propriétaire et d'avoir un actif, c'est sûr et certain. Parce que oui, tu achètes une propriété, que ce soit condo, maison, duplex, tu as un actif qui t'appartient et c'est le plus gros avantage que je dirais à quelqu'un. Et l'autre chose, c'est que tu es chez toi. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Donc, tu as un bien qui va devenir un actif plus tard. Tu es chez toi. Et aussi, bien entendu, ben, c'est juste le fait d'acquérir quelque chose, moi, ça donne un sentiment d'accomplissement. On s'entend, pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui est peut-être pas accessible, mais pour la majorité des gens, ça va être une des plus grosses dépenses de leur vie. De savoir qu'on peut se permettre d'avoir ça, c'est bien. Puis c'est quelque chose de tangible qu'on peut léguer à nos enfants, qu'on peut léguer peu importe, à la future génération. Donc, bien entendu, de bâtir un actif qu'on peut léguer à quelqu'un d'autre. Je voudrais juste clarifier, parce que tu as parlé d'actifs plus tard. Au moment où on acquiert un bien immobilier, si ce n'est pas un bien immobilier qui génère du revenu, mettons, c'est un passif. Jusqu'à ce qu'on termine le paiement? C'est sûr qu'au départ, oui, c'est sûr et certain. Là. C'est sûr que je ne dis pas que ça dépend quel produit tu achètes. Dans ce qu'on appelle unifamilial, on appelle quelque chose qui ne génère pas de revenus. Au départ, ça peut être considéré comme un passif parce que tu as un certain temps que tu dois payer cette propriété-là. Mais ça reste que c'est un bien immeuble qui est là et la valeur la propriété prend de la valeur avec le temps. Surtout dans un marché comme on est présentement, les valeurs montent à chaque année. Donc, même les gens qui ont acheté l'année dernière, aujourd'hui, s'ils mettent leur propriété en vente, il y a un profit à faire de toute manière. Donc, oui, au départ, c'est un passif, mais avec le temps, ça devient un actif. Puis c'est un bien qu'on peut échanger, vendre ou léguer à quelqu'un d'autre. Donc, ça reste toujours plus intéressant que de payer 100% pour un immeuble qui ne nous appartient pas. Clairement. Puis, est-ce que les gens n'ont pas tendance à surestimer les avantages de l'achat? Est-ce qu'ils se rendent compte que, j'entends que tu sais, le sentiment de satisfaction et d'accomplissement qu'on peut ressentir est valide, absolument, mais est-ce que les gens ne surestime pas un peu finalement les avantages qu'on peut tirer à devenir propriétaire immobilier? Tout à fait. Dernièrement, il y a une vague, ce que tout le monde veut acheter. Tout le monde veut devenir propriétaire, tout le monde veut utiliser ça, va le voir ça comme si c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, comme si c'était un actif automatique. Mais c'est sûr et certain, il faut être prudent quand même quand on achète une propriété, d'où l'importance d'être bien accompagné. C'est sûr que tout le monde a le rêve, je vais acheter ça, je vais revendre plus tard, ça va être ça peut être plus difficile que ça. C'est sûr qu'il faut le voir comme quelque chose sur du long terme. Il ne faut pas le voir comme quelque chose absolument là qui va être
payant, qui va être intéressant. Où est-ce que je dirais que les gens surestiment le fait d'être propriétaire, c'est qu'ils ne voient pas tous les charges qui viennent avec. Ah. Donc, il y a beaucoup de charges, puis il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec, que les gens oublient souvent Oui. de voir et de prédire d'avance. Mhm. Donc, il faut quand même être à son affaire. Ouais. Il faut quand même savoir tout ça. Et si tu sais comment bien gérer tout ça, ça peut devenir quelque chose de positif. Super. Mais pour ça, il faut que tu sois bien accompagné. Puis il faut que au préalable, tu t'informes sur c'est quoi les responsabilités d'acheter une propriété ou d'acheter un immeuble ou ainsi de suite. Ouais, bah écoute, rentrons justement un peu plus sur ce volet-là, parce que généralement, quand les gens pensent à acheter, ils se concentrent beaucoup sur l'hypothèque. OK? Mais en réalité, c'est quoi les différents coûts qu'on oublie souvent de considérer quand on veut devenir propriétaire? Ben, il y a plusieurs types de coûts. C'est sûr que la première chose que les gens oublient souvent, je te dirais, c'est les frais connexes récurrents. Donc, on parle ici des taxes municipales, les taxes scolaires, l'assurance et bien entendu le chauffage et l'électricité. C'est sûr que le chauffage et l'électricité, on le paye quand même quand on est locataire, mais sont plus élevés un peu quand on a une propriété. OK. Et il y a aussi des frais qui viennent tout de suite, qui ne sont pas récurrents, qui sont uniques, des frais uniques comme on appelle. Okay. Voilà, la fameuse taxe de bienvenue ou la taxe de mutation, comme on peut dire, ça c'est un frais que les gens oublient. Et souvent, où est-ce que les gens oublient aussi le plus souvent, c'est la prime SCHL. Qu'est-ce que c'est? La prime SCHL, c'est une bonne question. Je vais répondre à ça. C'est qu'au Canada, et théoriquement, quand on veut chercher un emprunt à la banque, on est obligé de mettre 20% de mise de fonds pour que la banque nous prête les sommes pour pouvoir acheter. C'est ça que la banque exige. Sauf que, on s'entend, les valeurs des maisons sont de plus en plus élevées. Oui. Ramasser 20% de mise de fonds, c'est beaucoup. Beaucoup d'argent. C'est rare que les gens aient 100 000 de côté. Ça existe, mais c'est rare. Donc, c'est pour ça que la SCHL et d'autres compagnies existent. Donc, le Canada, ce qu'ils ont fait, ils ont créé cette association-là gouvernementale, ce qui fait en sorte qu'on peut mettre uniquement 5% de mise de fonds pour avoir accès à une propriété résidentielle pour y habiter. Donc, par contre, il y a des frais à ça. C'est ce qu'on appelle la prime SCHL. D'accord. C'est une prime, il y a des calculs spécifiques pour ça. Quand on met 5% de mise de fonds, je vous dis, c'est un 4% qui est ajouté sur ton hypothèque, sur 25 ans que tu payes. Et il ne faut pas oublier, on est quand même au Canada, il y a des taxes. Il y a la taxe sur la prime, la taxe de 9%. Et c'est ça que les gens oublient souvent. Il y a la prime qui est ajoutée sur ton hypothèque, mais il y a une taxe sur la prime de 9% que tu payes chez le notaire. Donc, ça, c'est des frais qu'il ne faut pas oublier, que ça peut changer. Ça. Donc, on dit 5% de mise de fonds, mais si quelqu'un se met 1,5 à 2% supplémentaires, donc on parlerait de 6,5, peut-être 7%, et bien entendu, attendre, il y a aussi ce qu'on appelle la taxe de bienvenue qui arrive plus tard, mais d'avoir un montant supplémentaire que le 5%, ça pourrait être quelque chose qui peut vous aider. Il y a des frais comme ça, bien entendu, et les autres frais là, que j'ai nommés au départ qui s'ajoutent sur le fait d'acquérir une propriété. Tu as parlé, c'est super intéressant, toujours par rapport aux différents frais qui peuvent advenir. Parlons un petit peu des frais d'entretien. Selon ton expérience, est-ce que les gens sous-estiment souvent ce budget-là? Est-ce qu'ils considèrent même vraiment le budget nécessaire pour l'entretien de leur acquisition? Bonne question, encore une fois. Non, les gens sous-estiment. C'est sûr que quand les gens sont prêts à acheter, ils se préparent d'avance. Ils sont au courant de certains frais qui arrivent, mais on ne sait jamais à quel point les frais peuvent nous voir sans être dans le processus. Je ne veux pas décourager les gens non plus à acheter, c'est sûr, parce que quand tu achètes un bien qui est à toi, mais c'est sûr et certain que tu dois entretenir ce bien-là. Si tu veux que ça soit un actif plus tard, que ça soit en bon état. Les frais d'entretien, souvent, sont négligés. Quand on est locataire, on n'a pas ces frais-là parce que c'est les propriétaires qui s'en occupent. Quand on a un problème avec la plomberie, on a un problème avec une infiltration d'eau, on a un problème avec n'importe quoi, on a juste un téléphone à faire et le propriétaire, lui, va s'en charger. Moi, en ce moment, j'ai un problème avec mon micro-ondes et j'ai appelé mon propriétaire. Je suis bien contente de ne pas avoir à gérer ça, c'est vrai. Exactement. Tous ces frais-là, quand tu es propriétaire, mais il faut te dire, c'est toi qui prends en charge ces frais-là. Ça dépend qu'est-ce que tu as comme propriété. Quelqu'un qui achète un condo, on s'entend, il y a ce qu'on appelle les frais de copropriété qui viennent justement pour couvrir tout ce qui est entretien du bâtiment en tant que tel. Mais quand tu es propriétaire, c'est toi qui es responsable de tous ces petits frais d'entretien-là. Et
c'est petit au départ. Ça peut être des 50, 100, 200 $, mais quand tu les additionnes, à la fin de l'année, ça peut être quand même assez élevé comme frais. Donc, je dirais aux gens de quand même, malgré le fait d'être propriétaire, d'agir un peu comme en copropriété, de mettre un fonds de réserve de côté pour justement tous les entretiens qui viennent avec l'achat d'une propriété. De cette manière-là, tu t'assures de toujours avoir quelque chose de côté si jamais il y a des imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus quand on achète une propriété. Il faut s'en attendre. OK. Puis je veux seconder ce que tu disais quand tu parlais du fait de ne pas vouloir décourager les gens. Je pense que les gens, par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier, si c'est ce qu'ils recherchent, mais le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir le maximum d'informations pour être le mieux préparés et prendre une décision qui est vraiment éclairée. Alors, avec tout ça, comment comparer objectivement le coût réel d'une maison, par exemple, avec celui d'un appartement? Ben, c'est de comparer les deux. C'est sûr et certain que l'achat d'une propriété va toujours être plus élevé qu'en location. Malgré qu'en ce moment, les prix des loyers sont élevés, le prix d'une maison va toujours être plus élevé parce que tu es 100% propriétaire et tu es 100% responsable. Donc là, on ajoute tous les autres frais connexes qui viennent avec et ça devient plus élevé que la location. En contrepartie, une partie de l'argent que tu payes pour ton bien que tu as acheté, mais va pour rembourser l'hypothèque et devient un actif plus tard. Tout à fait. Tandis qu'en location, c'est 100%, on peut comparer ça comme à l'intérêt, c'est 100% d'intérêt que tu payes. Cet argent-là ne te revient jamais. Donc, tu payes un propriétaire pour habiter dans son logement et lui, il capitalise sur ton bien, sur ce que tu lui payes pour justement rembourser l'hypothèque, ainsi de suite. C'est comme un peu mettre l'argent de côté en payant sa propriété pour que plus tard, cette propriété-là te rembourse d'une certaine manière. Et bien entendu, là-dedans, il y a le marché immobilier qui va décider si ça va être très payant ou ça va être correct en tant que tel. Mais tôt ou tard, le bien immobilier va toujours être plus intéressant que la location, dans un sens que il y a une partie qui va te revenir tôt ou tard. Fait que, pour répondre à ta question, je dirais que c'est pas mal ça, à moins que j'ai oublié quelque chose. Non, mais je pense qu'on va continuer au fil de la conversation à en parler. Tu as parlé justement du fameux marché immobilier. Là, en 2026, qu'est-ce qui est à partager du fait que tu as commencé il y a déjà 10 ans, là, c'est génial. Qu'est-ce qui a le plus changé selon ce que tu as observé en termes de coût d'habitation? Beaucoup de choses qui ont changé. En termes de coûts, je réponds à ta question directe, puis après, je rajoute d'autres choses qui ont changé, que je vais te donner un peu des exemples. Le coût, c'est sûr que les coûts des maisons ont énormément gonflé, ont monté énormément depuis que j'ai commencé. Il y a des secteurs, je peux te donner, même ça a doublé la valeur de propriété. Il y a des secteurs que je vendais des maisons. Prends un exemple, je peux donner un exemple de secteur, Charlebourg. En 2016-2017, des bungalows standards, je pouvais en vendre à 250 000. Aujourd'hui, si tu trouves en bas de 450, pas rénové, c'est presque impossible. Donc, en espace de 10 ans, les valeurs de maison ont plus que doublé, triplé même. En ce moment, à Charlebourg, trouver une propriété 450 000, clé en main, c'est impossible. Ça va finir par se vendre 500, 550 et plus. Donc, ça vous donne des idées. Et pour rajouter à ça, les autres choses qui ont changé, c'est comment la structure d'achat se fait. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas les visites 3 jours, offre d'achat, lundi, multiprof, ça va en surenchère. Maintenant, c'est devenu la norme. C'est vraiment devenu la norme. Donc, on met une propriété en vente, quelques jours de visite et une journée pour les offres d'achat, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, beaucoup de choses ont changé, la façon de faire. Et bien entendu, la réglementation aussi en termes de comment on doit faire notre travail en tant que courtier immobilier a changé régulièrement. Il y a eu une grosse restructuration puis une grosse réforme en 2022. Ça a changé beaucoup de choses, entre autres en termes de double représentation, donc représenter l'acheteur et le vendeur en même temps. Il y a un conflit quelque part. Donc là, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai commencé jusqu'à là. Mais le gros, c'est vraiment au niveau des prix. C'est vraiment incroyable les valeurs, comment ils ont monté dans les secteurs de Québec. Alors, par rapport aux acheteurs récents, là, les nouveaux acheteurs, est-ce que tu observes des situations typiques où les nouveaux acheteurs sont surpris, en fait, soit par des coûts, soit par des découvertes qu'ils font lorsqu'ils prennent possession de leurs biens? Oui. Le gros, c'est l'entretien. L'entretien du bâtiment.
veux vouloir ou pas, je suis moi-même, je suis pas né au Canada. Bref, pour parler, là, je suis Congo-Rwanda. Je suis né au Congo, j'ai vécu au Rwanda, puis je suis venu ici quand j'étais très jeune. La grosse distinction là-bas, les maisons sont faites différemment d'ici. Il n'y a pas les mêmes types d'entretien parce qu'on n'a pas les mêmes saisons, on n'a pas les mêmes températures. Ouais. Au Canada, veut vouloir ou pas, on peut dire 6 températures différentes, 6 saisons différentes, neige, pluie, verglas, tout ce qu'on peut dire. Ce qui fait en sorte que les propriétés ont besoin de plus d'entretien que dans le pays d'origine. Donc, c'est ce qui les surprend toujours, le nombre d'entretiens qu'il y a à mettre sur une propriété et les frais que ça engendre qui viennent avec ça. Et aussi le type de propriété. C'est sûr que les gens qui viennent d'ailleurs sont habitués à avoir certains types de propriétés, certaines façons, les divisions, ainsi de suite, dans la propriété qui sont complètement différents. Par exemple, ici, on aime les aires ouvertes. Tandis que quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est les pièces fermées. La cuisine ne doit pas être ouverte avec le salon. Tout à fait. Ainsi de suite. C'est vraiment des choses comme ça. Quand tu fais des visites avec des gens de la communauté, c'est des choses qu'il faut que tu t'expliques. Il faut que tu montres que c'est la réalité du marché immobilier local, ici. Oui. Local. Moi, j'ai vécu un peu en France. Puis quand je venais en Amérique du Nord, on parlait de cuisine américaine. Parce que sinon, les cuisines sont séparées vraiment du salon et tout là. Fait que... Non, c'est vraiment ça. Donc, le style air ouvert, ça les surprend. Et souvent, ils me demandent, moi, je veux une cuisine fermée, une cuisine dans le coin. Et les chambres plus grandes. Ici, on a des chambres de certaines tailles, mais on est habitué à avoir des chambres plus grandes avec notre propre salle de bain dans les chambres. Que ce qu'on n'a pas ici, on a ici, mais dans les maisons beaucoup plus luxueuses. Donc, il faut faire le choix quand on achète des propriétés ici. Super intéressant. Pour revenir, pour évoluer un peu sur un autre aspect, au-delà de l'achat, la location, j'aimerais qu'on parle un peu de la colocation en 2026. On la voit revenir un peu plus, même chez les adultes qui ont déjà une carrière établie. Honnêtement, même moi, je la considère un peu là. Qu'est-ce qui explique cette tendance? C'est le coût de la vie. Je dirais que c'est le coût de la vie qui augmente et le fait que l'accession à la propriété est de plus en plus difficile. On est dans un marché de vendeurs. Ce qui explique le marché de vendeurs, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, il n'y a pas assez de propriétés pour le nombre de personnes qui en ont besoin. Et c'est ce qui fait en sorte que on est dans un marché de vendeurs, on a des surenchères et tout ça. Quand il y a une propriété, il y a plus qu'une personne intéressée. Et bien entendu, le coût de la vie, quand on parle de coût de la vie, tout devient de plus en plus cher, autant en location qu'à l'achat. Donc, les gens, avec raison, bien entendu, ils se disent, c'est plus simple si on se met à deux. Donc, la colocation devient une solution au problème. Donc, acheter à deux, louer à deux pour diminuer les coûts, faire l'épicerie à deux pour diminuer le coût. C'est l'aspect logique pour justement s'assurer de diminuer les coûts de vie et de pouvoir de pouvoir faire autre chose que juste payer pour son logement puis pour se nourrir. Parce qu'il faut quand même vivre, on a quand même des loisirs et ainsi de suite. Si on vit juste pour travailler et se nourrir, je pense que c'est pas... C'est un peu plate. C'est un peu plate, exactement. Donc, ça devient une solution pour venir aider puis pallier au fait que le coût de la vie augmente en tant que tel. Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as déjà vécu d'autres saisons, d'autres périodes où on retrouvait comme ça le marché qui est, je vais dire, à l'avantage des vendeurs? Donc, c'est quelque chose que... Est-ce qu'on peut s'attendre en gros à ce que le marché devienne plus intéressant à nouveau pour les acheteurs, ou est-ce que la pente, là, elle est partie, elle va monter, puis ça va jamais changer, à ton avis? Je te dirais que ça va arriver, mais de dire quand, ça, on peut pas le savoir. C'est sûr et certain qu'en ce moment, le gouvernement, ils sont en train de faire les actions pour que ça arrive, permettre plus de construction. Justement, dernièrement, il y a un budget qui a été débloqué du fédéral vers la province pour justement permettre la construction de plus de propriétés. Ils font les actions pour que ça arrive. Mais quand ça va arriver, on ne le sait pas. Quand j'ai commencé ma carrière, on était dans un marché d'acheteurs. Donc, c'était beaucoup plus facile d'acheter que de vendre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et le marché immobilier, c'est ça. C'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça a déjà arrivé dans le passé. Et là, on est en train de revivre la même situation. Mais moi, je suis fortement... J'y crois que ça va arriver qu'un jour, on va avoir un marché qui va être à l'inverse, plus favorable pour les acheteurs et un peu plus difficile pour les vendeurs en tant que tel. Quand tu vois les personnes qui se tournent vers la colocation, est-ce que c'est plus des personnes qui sont en couple ou est-ce que c'est des personnes parfois qui veulent juste partager le fardeau financier? Qu'est-ce que tu observes? Il y a un peu de tout. Mais ce que je vois de plus souvent,
il y a la colocation et il y a aussi ce qu'on appelle le love money, l'entraide entre les parents et les acheteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, là. Oui. Le love money. Ce que je vois plus souvent, je te dirais, c'est en couple, mais ça m'arrive aussi de voir des amis se mettre ensemble pour acheter. Même des cousins, des frères, des cousins qui se mettent ensemble, des frères et sœurs qui se mettent ensemble pour acheter. On voit un peu de tout, mais pour répondre à ta question, le plus souvent, c'est des couples qui se mettent ensemble pour acheter des biens immobiliers. Mais c'est intéressant de voir que les gens, du coup, sont de plus en plus créatifs, on va dire, pour pouvoir accéder à la propriété. Donc, ce que je comprends, c'est que est-ce que la colocation peut être une stratégie, on va dire, à court terme, parce que les gens essayent, voilà, de réduire un peu leurs dépenses dans le présent, dans le but d'acheter à l'avenir, ou est-ce que c'est une décision, ils se disent, OK, moi, je rentre en colocation, puis je vais rester comme ça le plus longtemps possible? Oui, ça peut être une solution. Puis souvent, j'en parle avec des clients. Surtout quand je vois un client à un budget limité. C'est sûr et certain que se mettre deux, ça peut augmenter le budget et faciliter l'accession à l'achat d'une propriété. Ou bien entendu, diminuer les coûts quand on est en location. Ça, c'est sûr et certain. Là. Si on paye le même loyer à deux, c'est beaucoup mieux que de payer tout seul en tant que tel. Ça peut être une solution. Sauf que quand il y a des choses comme ça, on est des humains, bien entendu, il faut s'assurer que la personne avec qui tu achètes ou que tu es en colocation, ben, vous vous entendez très bien. Parce que quand il y a des frictions entre les deux, ça peut être compliqué après ça. Au niveau, si vous avez acheté un bien, ça peut être très compliqué au niveau de la vente. Si vous ne vous entendez pas bien, il y en a un qui peut vouloir vendre, l'autre pouvoir garder. Mais il faut vraiment s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vos projets s'enlignent. Parce que ça peut être plus stressant que intéressant. Mais oui, ça peut être une solution, honnêtement, là, pour faciliter l'accession. Mais il faut que ce soit la bonne personne avec qui vous faites ça. Est-ce que vous avez, t'as remarqué justement qu'il y a des types de collaborations qui fonctionnent mieux, notamment des colocations par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'une colocation va mieux fonctionner qu'une autre? Je vous dirais que ceux que je vois le plus souvent fonctionner, c'est souvent des frères et sœurs. OK. Et souvent, c'est dans l'investissement immobilier, acheter des plex, par exemple, des duplex, des trucs comme ça. Ils se mettent ensemble pour augmenter le pouvoir d'achat et pouvoir investir. Vu qu'ils ne sont pas impliqués directement, ils n'habitent pas directement l'immeuble, mais ils ont un projet commun d'investissement et ça avance mieux que quand on achète entre deux amis, même deux frères pour y habiter. Des fois, il peut y avoir des frictions on ne sait jamais la réalité de quelqu'un avant d'habiter avec. Donc, c'est sûr et certain qu'en habitant avec quelqu'un, ça peut créer des frictions. Mais je vous dirais que frères et sœurs, souvent, ça fonctionne un peu mieux que des amis ou des gens qui ne se connaissent pas. Intéressant. Alors, pour ce qui est avec toutes ces informations-là, admettons que pour quelqu'un qui doit décider cette année-là, comment est-ce qu'il peut planifier au mieux un budget, justement, logement, et ce, de manière réaliste? Pour l'achat ou pour la location? Allons-y pour les deux options. Tu peux commencer par celle que tu préfères. Ça va être plus facile pour moi de parler de l'achat. OK. C'est sûr et certain, si tu comptes acheter une propriété dans cette année ou même l'année prochaine, il y a des programmes qui peuvent te faciliter ça. On appelle peut-être, je ne sais pas si on a déjà... Il y a les REER que tu peux utiliser comme mise de fonds, donc cotiser dans tes REER. En même temps, il y a des avantages fiscaux pour ça. Et il y a un nouveau programme qui a été créé il y a quelques années, le CELIAP. Le CELIAP, je te dirais, c'est quand même un très bon système. Donc, tu ouvrir un compte CELIAP, commencer à mettre de l'argent dedans pour justement faciliter l'accession à la propriété et de structurer tes finances pour justement y arriver. C'est sûr et certain que ça reste toujours. Aujourd'hui, quand tu fais ta préqualification, même si tu n'es pas prêt là, la personne qui fait ta préqualification peut te structurer pour que ça arrive dans le moment où tu veux. Et ça fait partie des stratégies qu'il utilise justement pour justement que ça arrive. Il va te faire ouvrir un CELIAP pour que tu puisses commencer à cotiser dedans pour justement que ton projet d'achat arrive. En termes de location, c'est sûr et certain que il faut se mettre à chercher, trouver des solutions. Vu que les prix des loyers augmentent, et si tu cherches quelque chose d'assez bien, d'assez clé en main dans un secteur, il y a des solutions comme on a parlé en tant que tel. Des solutions comme la colocation, soit peut-être trouver amis, frères et sœurs, vous mettre ensemble pour louer. Ça pourrait être bien. Et c'est sûr et certain,
trouver des solutions. Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est les parents transformer leur propriété en duplex, c'est possible, pour que leurs enfants puissent louer un logement en bas. Il y a plusieurs solutions qui peuvent se faire. C'est juste de trouver ce qui est mieux pour toi. Qu'est-ce que tu préfères pour pouvoir avoir accès à un produit. Ça se peut aussi que tu puisses t'éloigner de la ville. Je sais que plus tu es en ville, plus ça coûte cher. Ouais. Aller en périphérie de la ville pour trouver des logements moins chers, ça peut être une option en tant que telle. Donc, il y a plusieurs options pour la location on peut utiliser. Intéressant. Pour revenir juste rapidement, tu as mentionné un terme un peu plus tôt, tu as parlé de CELI-App. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que c'est? Parfait. On va commencer d'abord avec le début. Avant, ce qui existait, c'était le RAP, Régime d'accession à la propriété. On utilise nos REER pour prendre l'argent des REER sans être imposé, en le retirant, bien entendu, pour acheter une propriété. Ouais. Donc, par exemple, on a 30-40 000 dans nos REER, on le retire et ça devient une mise de fonds pour l'achat de notre propriété. Le REER, par contre, on a 15 ans pour le rembourser. Tandis que le CELI-App, c'est un peu le même principe. C'est un compte qui est libre d'impôt et qu'on peut utiliser pour l'achat d'une propriété. Et ça, c'est juste pour les premiers acheteurs. Donc, si tu n'as jamais acheté de propriété, tu vas avoir ça. À chaque année, on peut cotiser jusqu'à 8 000 dedans. Donc, c'est important de l'ouvrir, le compte. Même si tu n'as pas d'argent à mettre dedans, tu l'ouvres parce que c'est rétroactif à partir du moment où est-ce que le compte est ouvert. Donc, si tu l'ouvres cette année et tu ne cotises pas, l'année prochaine, tu as un 16 000 que tu peux cotiser là-dedans qui est déductible d'impôt et en même temps, tout l'intérêt que tu fais est libre d'impôt. Et quand tu retires cet argent-là pour acheter une propriété, tu n'as pas à le rembourser. Donc, c'est intéressant. Wow. C'est vraiment intéressant. C'est un compte où est-ce que tu peux faire de l'intérêt, libre d'impôt, et il y a d'autres stratégies fiscales que tu peux utiliser, lier les REER et le CELI-App, qui va te donner plus de bénéfices, des retours d'impôts et tout ça. Mais en tant que tel, ça, je vous conseillerais d'aller voir quelqu'un qui est plus spécialisé. Bon, moi, je suis dans l'immobilier, je connais un peu le principe, mais quelqu'un qui est plus spécialisé va être en mesure de vous donner plus de détails par rapport à ces deux programmes-là. Parfait, mais déjà, merci pour cet éclairage. Ouais. J'entends souvent parler de négocier un loyer ou même un taux hypothécaire. Ouais. Est-ce que c'est encore possible en 2026? De négocier un taux hypothécaire, ça se fait. Il y a des stratégies que tu peux faire. C'est sûr et certain, si tu vas dans ton institution financière, ils vont t'offrir les produits de la banque. Par exemple, tu vas à n'importe quelle caisse ou à n'importe quelle banque, ils vont donner le produit de leur banque. L'avantage d'avoir un courtier hypothécaire, c'est ça qui va te donner la possibilité de pouvoir négocier les taux. Donc, le courtier hypothécaire, lui, il va regarder ton dossier personnel et il va aller voir où est-ce qu'on est capable de t'offrir un meilleur produit. Quand je parle de produit, ça peut être une préqualification plus élevée ou un taux plus intéressant. Et ça va être à toi de juger qu'est-ce qui est mieux pour toi. Il peut y avoir d'autres incitatifs, là, des retours en argent que la banque des retours en argent que la banque te donne, ainsi de suite. Donc, oui, c'est possible de négocier le taux d'intérêt, mais pour ça, il faut que tu ailles voir les bonnes personnes et ils vont être en mesure de te guider à travers tout ça. C'est bon. Est-ce que tu aurais des outils ou encore des simulateurs à recommander qui peuvent aider les gens justement à comparer peut-être leurs capacités? Oui. Il y a des simulateurs on a dans notre système à nous, qu'on peut faire un peu une simulation. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de la technologie. On peut quand même trouver ça facilement un peu partout. Même les institutions financières aujourd'hui, sur leur site, ils ont des simulateurs. Ils peuvent faire un peu ce qu'on appelle des préqualifications en ligne. C'est sûr que la préqualification en ligne, ça reste sous approbation de vérification de crédit, bien entendu. Mais avec ton salaire, tes dettes, tes revenus, on est capable en mesure de te donner à peu près combien tu te qualifies pour l'achat d'une propriété. Et si jamais ça t'intéresse de savoir exactement suite à la vérification de crédit, ben là, tu contactes quelqu'un pour ça. Mais j'ai des contacts si jamais des gens sont intéressés. Là. Génial. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le type de... aujourd'hui, on a l'impression que pour beaucoup, je pense, de Québécois et même de Canadiens, je lisais des articles récemment qui disaient que ces gens-là, plusieurs jeunes avant, c'était un rêve super commun. Tu commences à travailler, premier rêve, là, c'est d'acheter une propriété. Il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui sont comme découragés, justement, qui sont comme, moi, je vais être en location, puis je vais vivre comme ça toute ma vie, puis mes enfants auront d'autres choses de ma part. Là, ce sera juste pas un bien immobilier. Mais
Est-ce que tu vois aujourd'hui, effectivement, qu'il y a moins de jeunes acheteurs? Est-ce que c'est des personnes qui sont plus âgées qui achètent? Ils ressemblent un peu à quoi les profils d'acheteurs que tu rencontres, si jamais il y en a un en particulier ou quelques-uns en particulier? Je te dirais que je rencontre de tout le monde. OK, rassurant. Mais je suis conscient aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme ça à cause de la hausse des coûts. La hausse des coûts, les valeurs de maison qui continuent à augmenter. Mais je vous dirais que oui, avant, c'était plus facile l'accession, les propriétés coûtaient moins cher et les coûts de la vie étaient plus bas. C'est sûr que ça peut te décourager, mais ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui voudrait acheter, ça va te demander d'être plus structuré et d'être plus responsable financièrement. J'ai fait partie de ces jeunes-là. Moi aussi, dans mon temps, c'était facile. On pouvait sortir, on pouvait faire des activités. On ne pensait pas nécessairement au lendemain. Jusqu'à temps qu'on ait un certain âge, on se dit, bon, là, c'est le temps d'arrêter et de commencer. Aujourd'hui, ça va te demander d'être beaucoup plus responsable, beaucoup plus tôt. Commencer à économiser, commencer à mettre de l'argent de côté, diminuer un peu les distractions. Si c'est ton but, bien sûr. Si c'est ton but d'avoir accession à la propriété. Puis c'est pas ton but, puis tu veux rester en location ou si ça t'intéresse pas pour le moment, continue. Mais si ton but, c'est d'acquérir une propriété le plus rapidement possible, c'est vraiment d'être plus structuré, d'être plus responsable financièrement et aller rencontrer des spécialistes pour pouvoir t'aider à acquérir ce projet-là et mettre les structures en place pour que ça puisse se faire plus facilement. Donc, ça serait ça mon conseil, de vraiment être plus responsable avec son argent. Et le projet va arriver parce que j'en vois encore des gens qui ont 18, 20 ans acheter des propriétés. C'est juste qu'ils sont plus... je ne veux pas dire que les gens ne sont pas responsables, mais ils sont plus responsables financièrement, plus disciplinés et ça. Et aussi, ne pas hésiter à utiliser notre famille. On s'entend que plus la propriété, plus les coûts de la vie augmentent, on utilisait ce qu'on appelle tout à l'heure, j'ai dit le love money, d'aller voir ses parents s'ils peuvent parents, frères, s'ils peuvent vous emprunter de vos parents pour pouvoir acquérir la propriété. Il y a ce qu'on appelle une collatérale qu'on peut mettre sur la maison de nos parents si jamais leur maison est presque payée ou il n'y a plus d'hypothèque dessus. Il y a certaines institutions financières qui nous permettent de faire une collatérale. Ça veut dire de mettre la propriété de tes parents comme garant sur son prêt, ce qui fait en sorte que toi, tu te qualifies mieux pour l'achat de la propriété ou on peut aller chercher la mise de fonds en collatéral sur le bien de tes parents. De cette manière-là, ça fait en sorte que tes parents t'aident sans nécessairement sortir l'argent de leur poche, mais avec leur bien immobilier, ils peuvent t'aider à acquérir une propriété. Il y a plusieurs solutions, mais encore une fois, va rencontrer quelqu'un qui va te structurer, qui va te donner plus de solutions que moi, je suis capable d'en donner et d'être beaucoup plus responsable financièrement et ton projet va arriver. Ça va arriver. C'est pas impossible. C'est possible. OK. Est-ce qu'il y a un coût associé, justement, quand on va rencontrer un courtier immobilier, un courtier hypothécaire? Est-ce qu'on doit débourser de l'argent pour avoir l'information? Mettons, si un jeune qui s'intéresse, là, il se dit « Ah, mais j'ai pas les moyens d'aller rencontrer un courtier. » Est-ce que c'est un vrai frein? Il n'y a pas de frein parce qu'il n'y a pas de coût. Autant rencontrer un courtier immobilier ou rencontrer un courtier hypothécaire, c'est 100% gratuit. Et le service offert est 100% gratuit aussi. Donc, c'est vraiment, c'est ouvert à aller voir les gens. Puis, ce que souvent, je dis aux gens plus jeunes qui me disent « Ah, ben, je me sens pas à l'aise à poser ces questions-là. Je me sens des questions, excusez le terme, là, stupides. Il n'y a aucune question stupide. Ce qui est stupide, c'est pas poser les questions. Donc, va rencontrer quelqu'un. Va t'informer et la personne, si elle voit que tu es sérieux dans ton projet, il va t'aider puis il va te donner le chemin, la structure nécessaire pour pouvoir arriver à ton objectif. Donc, vas-y, va rencontrer et pour ajouter, c'est gratuit. Donc, ça te coûte rien. Tu n'as rien à perdre. Donc, voilà. Génial, très bon à savoir. Alors, avec toutes les informations là que tu viens de nous partager, j'aimerais savoir, en tant qu'acheteur, est-ce qu'il faudrait mieux attendre que le marché soit plus favorable pour les acheteurs ou est-ce que tu recommanderais d'acheter maintenant si on a une certaine capacité? Bonne question encore une fois, tu en poses des bonnes. Merci. Donc, répondre à cette question-là, en immobilier, c'est jamais bon d'attendre. Je donne un exemple. J'ai des clients en 2020, quand le boom est commencé. Ils m'ont tous dit, je vais attendre. On est 6 ans plus tard, presque 6 ans, on vient d'entamer la 6e année. Le marché ne s'est pas amélioré, il s'est juste empiré. Et les gens qui ont acheté en 2020, ils m'appellent aujourd'hui pour revendre et ils font du profit. Tandis que la personne qui a attendu a perdu, n'a pas fait d'opportunité. Par contre,
si tu n'es pas 100% prêt, Mhm. ce que je te recommanderais, c'est de s'assurer que tu sois prêt. Il ne faut pas que tu te précipites dans le marché parce que oui, ça peut être intéressant d'acheter tout de suite pour avoir déjà un actif plus tard. Mhm. Mais si tu n'es pas prêt à acheter et que tu te précipites, ça peut être dangereux aussi. Tu peux acheter quelque chose qui n'est pas intéressant, quelque chose qui va te coûter plus cher que ce que... Donc, dans tous les cas, si tu es prêt, si toute ta structure est faite et tu es vraiment prêt sur le marché, attends pas, achète, cherche des gens qui vont t'aider à travers tout ça. Va rencontrer un courtier hypothécaire pour ta structure financière, un courtier immobilier pour la recherche de ta propriété et assure-toi d'acheter parce que le marché va toujours en améliorant. Depuis les 6 dernières années, on y va tout. Ça augmente. Je ne sais pas quand ça va descendre. Ouais. Mais tout dépendamment de où est-ce que tu es rendu dans ton processus, si tu es prêt, achète. Sinon, structure-toi pour acheter. Ouais. Mais c'est jamais une bonne idée d'attendre. Ok, super. Merci pour cet éclairage, en tout cas, Joseph. Avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur quelques points clés à retenir. Acheter, louer ou être en colocation, ce n'est pas une décision morale, c'est vraiment un choix très personnel et financier. Le coût réel d'une maison dépasse largement celui de l'hypothèque. Joseph nous a partagé différents autres coûts attachés, les taxes, les frais d'entretien, etc. La location offre une flexibilité que souvent on sous-estime. La colocation peut être un outil puissant pour réduire la pression financière et se préparer éventuellement à une décision d'achat à l'avenir. Et en 2026, la meilleure décision dépend vraiment de votre réalité, de vos objectifs et surtout de votre tolérance au risque. Alors, avant de clôturer, j'aimerais te poser une dernière question. Si quelqu'un hésite entre acheter, louer ou aller en colocation, quel serait ton conseil numéro 1 pour l'aider dans cette décision importante? Ouais. C'est une décision pas facile à prendre, mais je dirais ça va dépendre de tes finances, ça va dépendre où est-ce que tu es dans ta vie. Si tu vois que la location n'est plus quelque chose qui est fait pour toi et qu'à chaque jour, tu aimerais ça devenir propriétaire et que tu te poses la question, est-ce que je devrais acheter ou louer, ça veut dire qu'il est temps d'acheter. Et si tu es prêt, il faut y aller acheter une propriété. Mais si tu ne poses pas la question et que le style de vie de location, c'est ce qui te convient et c'est là que tu te vois pas aller dans l'achat d'une propriété, mais comme tu l'as dit, c'est un choix personnel, c'est un choix que nous-mêmes, la personne même sait si elle veut acheter ou rester en location. Donc, reste en location et trouve des solutions pour diminuer les coûts, bien entendu, comme on a parlé de la colocation ou d'autres structures, d'autres stratégies pour pouvoir te permettre d'avoir quelque chose d'intéressant en termes de location. Ouais. C'est vraiment au niveau de ta structure, puis quand tu es prêt à acheter ou pas. Ouais. C'est vraiment ça que je dirais à quelqu'un. Là. Si tu es prêt financièrement, attends pas, vas-y, et tu vas finir par trouver. Même si c'est pas facile, tu as des gens qui sont bons pour t'aider, tu vas être capable de trouver quelque chose d'intéressant. Super bon. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous, Joseph. Puis merci à vous qui nous écoutez. Dans la description, vous trouverez différentes ressources, notamment des liens vers les programmes d'aide au logement, ainsi que des comparaisons complètes entre ces 3 options, achat, location ou colocation. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode des APMO.